Bonsoir à tous, mon nom est Marc Harriman. Je vous présente un livre de la mère de Claude François qui s'appelle Mon fils Claude François. Aux éditions Baumann, un livre ancien de 1978, il est même sorti d'ailleurs beaucoup plus tard, puisqu'elle a écrit l'année de sa mort, donc il est sorti quelques mois après la mort de Claude. Et nous allons aujourd'hui aborder en profondeur sa mort par le témoignage de sa maman, mais aussi par d'autres témoins et aussi par le dossier de police et beaucoup d'autres choses. Je suis bien informé et en tous les cas assez pour faire cette vidéo. Le 11 mars 1978, la première grosse anomalie sur la mort de Claude François, c'est l'information qui circule sur les télévisions françaises, notamment Michel Drucker et puis des télévisions voisines, que Claude François serait en retard. Il est 14h30 quand il prendrait, selon certains témoins, mais ça, on ne peut pas être sûr que leur témoignage est vrai, il prendrait un bain. Il prend un bain, selon les témoins, c'est-à-dire ceux qui se sont présentés, dont nous ne sommes pas sûrs que ce qu'il raconte est vrai, il se serait électrocuté. Attention, tout ce que les témoins peuvent dire, on n'en a aucune preuve. Il n'y a rien qui a été filmé et il y a quand même pas mal de problèmes sur sa mort. On va aborder les choses point par point. Aujourd'hui, dans cette émission, je sors la grande pelle et on va creuser en profondeur dans sa mort. Mais avant, je dédie cette émission à Claude François Junior, que j'aime infiniment, et je ne suis pas venu, mon coco, salir ton papa. Et je voudrais aussi adresser beaucoup d'affection à Jean-Marc, qui est le deuxième fils de Claude. Non, je ne suis pas venu salir Claude François, je suis venu rétablir la vérité sur sa mort. Et je crois que quelqu'un devait le faire, parce qu'il y a eu trop de mensonges pendant 40 ans, et quelqu'un doit rétablir la vérité. Le premier problème qui se passe, c'est tout le monde annonce le 11 mars 1978 que Claude François est en retard. Michel Drucker d'ailleurs le dira, il était en retard, on l'attendait. Les Claudettes diront à peu près la même chose, même Sylvie Mathurin expliquera qu'il était en retard. Sylvie Mathurin, qui dans un premier témoignage que j'ai lu d'elle, et écoutez bien parce que c'est énorme, nous explique que vers 16h, Claude ne venait pas, alors elle a contacté l'appartement. Bon, puis elle a découvert qu'il était mort, mais je rappelle quand même, Sylvie Mathurin, que dans ce premier témoignage que j'avais lu à l'époque, Claude serait mort à 14h30, donc ça serait étrange d'appeler à 16h. Ça serait quand même assez étrange. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas cette situation, le 11 mars 1978, Michel Drucker a prétendu que Claude François avait une émission à faire avec lui. Il est donc une sorte d'alibi pour Claude François, il a une émission, il doit se déplacer, il est en retard, précisera-t-il, c'est pas si vrai. Que Claude François ce jour-là était en retard, c'est pas si vrai. On va rétablir un peu la vérité. Tout d'abord dans l'agenda, et je ne parle pas l'agenda de Fabien Lecoeuvre. Un grand bonjour Fabien si tu es là. Non, je ne parle pas de cet agenda qu'il a publié sur Claude, je parle de l'agenda qui reliait Claude François à Sylvie Mathurin. Sylvie Mathurin était son habilleuse et surtout, c'est très peu su, son agenda. Oui, il a un petit agenda intime qu'il tient entre lui et Sylvie Mathurin. Cet agenda intime est un agenda, c'est où on écrit des rendez-vous, très intime, très particulier, il le réserve entre lui et Sylvie. Sylvie Mathurin avait prévu que Claude François soit toujours en retard, et elle décalait ses rendez-vous d'1h à 1h30. Donc on ne sait pas si ce jour-là elle a décalé ses rendez-vous d'1h ou d'1h30 car elle n'a pas précisé les choses. Donc on va se tenir simplement aux faits de l'histoire et pas à des rumeurs. Dans les faits, et je dois le dire à Michel Drucker, je rétablis la vérité, Claude François n'a jamais été en retard pour venir dans le studio de télévision rejoindre ses Claudettes. Tout ça, c'est faux. Parce que la générale, qui était prévue à 16h, et Sylvie Mathurin pourrait vous le dire, il y avait une générale à 16h, Claude François étant, entre guillemets, mort à 14h30, il avait encore 1h30, même s'il était mort, il avait encore 1h30, on fait un peu d'humour,
pour aller rejoindre son émission. Vous voyez qu'il avait encore largement le temps. Même mort, hein, pour vous faire rire. Mais bon, c'est difficile pour un mort de se rendre à une émission. Mais ce que je veux dire par là, j'avais envie de faire une pointe d'humour, c'est que si vous avez une générale à 16h, on ne va pas dire qu'à 14h30, vous êtes en retard, puisque vous avez 1h30 d'avance. Claude François n'était pas en retard, on doit rétablir la vérité. Le 11 mars 1978, il a 1h30 d'avance. Et pas 1h30 de retard. Premier problème. Mais le problème n'est pas que là, ce n'est pas que des petits détails comme ça qui sont énormes. Non, non, ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je sors la grande pelle et on va creuser profond dans sa mort. Parlons de la police de Paris, du procureur de Paris qui a instruit avec le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, toute cette enquête. On va parler de la police de Paris, mais avant de parler de l'intervention de la police au domicile de Claude François, tout d'abord, on va rectifier quelque chose d'important, c'est comment se passe une enquête de police. Je suis obligé de faire une parenthèse là-dessus. Dans une enquête de police, quelle qu'elle soit à Paris, parce qu'il y a des règlements, il y a des règles très précises, quelles qu'elles soient. Si quelqu'un a un accident, on doit se rendre sur les lieux et effectuer une série de photographies. Si c'est une personne qui est coincée dans une voiture, on appelle les pompiers, on sort la personne de la voiture, on photographie généralement tout, même la voiture, les pièces détachées de la voiture, il y a toute une sorte de série de photos qui sont faites. Première constatation, c'est la photo de la salle de bain. La police a présenté une photo zoomée. Si on regarde attentivement la photo zoomée, ça ne semble pas, je le dis, être le carrelage de la salle de bain de Claude François. Et autre problème, la police présente une photo zoomée de la salle de bain, mais ne présente pas la salle de bain du tout. Il n'existe aucune photographie de police liée directement à la salle de bain de Claude. On nous présente, et le tribunal a vu cela, simplement un zoom photographique et un trou dans un mur. Bon, ça c'est le premier problème, c'est que la police donc a des appareils photo, ils ont des appareils photo et ils vont prendre une photo de la salle de bain. Imaginez quand même le truc. Quand on sait qu'ils prennent des séries de clichés de photos, ils se déplacent avec leurs appareils photo, ils prennent une seule photo et en plus elle est zoomée et on ne voit pas du tout la salle de bain. Quand même, premier problème. Vous imaginez un groupe d'enquête de police qui arrive avec leurs appareils photo pour prendre une seule photo et zoomer, et pas le reste de la salle de bain. Ça, c'est le premier problème dans la mort de Claude François, mais il y en a tant d'autres du côté de la police. Parce qu'on doit parler aussi des doigts carbonisés. Vous allez me dire, comment ça, Marc Harriman, tu nous parles des doigts carbonisés? Mais on a 3 photos de mort de Claude François. Oui, oui, je sais, la police a pris 3 photos de sa mort, quand il avait un beau costume, quand il était habillé. Oui, oui. Oui, ils ont pris en effet 3 photos, mais c'est pas de ça que moi je vous parle. Moi je vous parle de l'enquête elle-même, qui est sous direction d'un procureur de la République. Il y a des règles à Paris, il y a des règles, et au niveau de la police et au niveau des enquêtes, même pour un simple accident. Que doit faire le policier dans le cas d'un accident? Que doit-il faire? Il se rend avec son groupe de photographes, et regarde la personne et l'accident qu'il a. Évidemment, s'ils voient des doigts carbonisés, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils photographient les doigts carbonisés. Ça fait partie de toutes les enquêtes, même de la police anglaise, américaine. Toutes les polices ont le devoir de faire une série de photos. Mais forcé de constater que la police nous explique que Claude François aurait des doigts carbonisés, mais n'ont jamais produit une seule photo pour prouver que c'est vraiment la vérité. Imaginez des policiers qui arrivent, il y a un homme qui a des doigts carbonisés. Ces mêmes policiers qui seraient dans n'importe quelle enquête à l'intérieur de Paris, automatiquement une personne qui aurait un accident ferait des photos de tout, même des doigts carbonisés. Mais là, pas de photos. Tout le monde nous explique que Claude François a des doigts carbonisés, la police ne prend aucune photo de ses doigts carbonisés. Il y a 0 photo. Vous dites cette histoire à des policiers américains, ils explosent de rire. Parce que quelle est la procédure en Amérique, même en France, dès 1976 et même avant? Si une personne s'électrocute, s'il a des doigts carbonisés, le groupe d'enquête va faire une photo des doigts. C'est obligatoire, ça fait partie, pour se poser la question, plus il est mort, donc c'est obligatoire. On fait des photos complètes de tout ce qui s'est passé, et de la salle de bain, et de l'applique, et aussi des doigts carbonisés. On prend toute une série de photos.
Voilà que la police se déplace à l'appartement de Claude François pour prendre une seule photo, et une photo zoomée dans une salle de bain, où il ne montre en aucune façon la salle de bain elle-même. Où cette salle de bain a été montrée que par Claude François dans Podium, et il a montré des tas de séries de photos, il n'existe aucune applique au-dessus du bain. Jacques Harvey, 3 jours avant sa mort, rencontre Claude François, il explique il n'y avait aucune applique au-dessus du bain, et il explique qu'il n'existait que 2 appliques, une autour des lavabos, et que si Claude François s'est électrocuté, c'est sur une applique du lavabo. Et il pense qu'il s'est réellement électrocuté, qu'il est mort comme ça. Mais sur une applique de lavabo, et qu'après, tout a dérivé en n'importe quoi dans l'enquête. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, il resterait quand même le mystère que la police a fait une photo zoomée, le mystère qu'ils n'ont pas pris les doigts carbonisés en photo, c'est quand même un élément de l'accident très important. Imaginez un procureur de la République qui serait interpellé par mon avocat dans un tribunal. Parce que vous savez que moi j'en suis capable. Hein. Je suis capable même d'interpeller un procureur dans un tribunal. Je suis capable de coincer un procureur de la République. Je veux dire que ce n'est pas des gens très intelligents. Avec un homme comme moi et mon avocat, en 3 secondes, on démolit n'importe qui dans un tribunal, par rapport à la mort de Claude François, où rien ne se passe de façon normale. Mais si le procureur de Paris était dans un tribunal, je dirais, mais vous racontez quoi aux gens? Que Claude François a des doigts carbonisés, vous n'avez aucune photo. 1. Vous racontez que Claude François avait une applique au-dessus du bain, vous avez une seule photo, elle est zoomée. Et tout votre groupe d'enquête s'est déplacé avec un appareil photo pour faire une photo. Ça disjoncte là-dedans. Ça disjoncte quand même pas mal l'histoire. Imaginez un groupe d'enquête de police qui se déplace pour une photo zoomée. Mais je ne vous raconte pas des blagues, c'est le vrai problème. Déjà de la mort de Claude François, c'est cela. Hein. Et le fait que jamais ses doigts ont été photographiés dans le groupe d'enquête. C'est un accident très grave. Il a des doigts carbonisés. Le procureur a besoin d'une photo de ses doigts dans le dossier d'enquête. Eh bien, rien du tout. Vous allez me dire, bon, la police française, c'est des amateurs. Oui, mais là, à ce niveau-là, ça ne serait pas possible. Ça ne serait pas possible. Un tel amateurisme ne pourrait même pas exister en France. Ça ne serait pas possible. Dans la mort de Claude François, sa mère, Lucia, que j'aime infiniment, je vais vous lire un petit passage d'elle, attend plusieurs heures sa fille au moulin, puis rien ne se passe, sa fille ne vient pas. Donc elle dit, et je vous lis mot à mot ce qu'elle dit, « Je me décidais à appeler ma fille, car elle était en retard, et je dois préciser à ceux qui m'écoutent qu'elle était en retard de plusieurs heures, c'est précisé avant dans le livre. Donc je répète, je me décidais à appeler ma fille, car elle était en retard. La fille de Lucia François et la sœur de Claude François, elle s'appelle Marie-Josée de son vrai prénom et Josette de son surnom. Josette, je t'attends au plus vite. Ça, c'est le dialogue de la mère de Claude François. J'arrive pour te chercher. C'est ce que dit sa sœur. J'arrive pour te chercher. Puis soudain, elle ajoute. Écoutez bien ce qu'elle ajoute plusieurs heures après la mort de Claude François. Claude a glissé dans la baignoire et s'est cogné la tête. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Et elle dit ça plusieurs heures après sa mort. D'ailleurs, les médecins, précise-t-elle, d'ailleurs, les médecins, donc pas un médecin, mais plusieurs, sont sur place. Tu m'as fait peur, dit-elle, de ce coup de téléphone, tu m'as fait peur. Mais non, n'aie pas peur. Et attends-moi. Nous découvrons que plusieurs heures après la mort de Claude François, il s'agit de 4-5 heures après sa mort, Josette explique au téléphone à sa, c'est-à-dire Josette, la sœur de Claude François, je précise, explique à sa mère au téléphone, sa mère qui l'a appelée, qui s'inquiétait, ben, elle ne dit pas que Claude François est mort. Plusieurs heures après sa mort, elle ne parle pas qu'il est mort. Elle dit que Claude François a des médecins autour de lui
qui sont sur le point de le sauver, enfin de le soigner. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, qu'il a des médecins à son chevet, je ne veux pas en rajouter. Hein, je ne veux surtout pas en rajouter parce que YouTube va croire après que je rajoute des choses. Et donc, elle dit qu'il n'est pas mort, hein, c'est bien ce qu'elle dit. Enfin, en tous les cas, si elle ne le dit pas, c'est bien ce qui est écrit. Vous êtes d'accord avec moi? Elle ne le dit pas, mais c'est ce qui est écrit. Puisqu'elle dit qu'il a glissé et s'est cogné la tête. Elle ne parle pas qu'il est mort. Et nous sommes déjà plusieurs heures après sa mort. Et elle explique que les médecins sont sur place à le soigner. Mais il y a longtemps que la plupart des médecins sont repartis puisqu'il est mort. Je voulais vous lire déjà ce passage et maintenant vous expliquer l'arrivée de la mère de Côte-François au domicile de sa sœur. Sa sœur va venir chercher sa mère, puis il y a toute une balade que j'ai expliquée la dernière fois, et puis elle arrive à son domicile. La sœur de Côte-François a un domicile, elle vit avec Éric, son mari, et elle arrive au domicile. Au domicile, la mère de Côte-François rencontre Paul Lederman. C'est important cette rencontre. Et puis elle dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? En parlant à Paul Lederman, que faites-vous ici? Vous avez vu mon fils, en parlant de Claude François? Et Paul Lederman lui dit, non, je n'ai pas vu votre fils. Je ne l'ai pas vu. Alors ça, c'est le premier mensonge dans l'histoire, puisque Paul Lederman, dernièrement, s'est expliqué. Il explique que dès l'annonce de Claude François, il a couru dans une rue, il a rejoint donc la chambre de Claude François et il l'a vu donc à ce moment-là. Il est même arrivé avant tout le monde, avant la police, avant tout le monde. Alors qu'il est arrivé, qu'il a vu Claude François et qu'il l'a raconté ces derniers temps, un peu avant son décès, car il vient de mourir, Paul Lederman, il explique bien qu'il était le premier sur place et qu'il a vu Claude François. Et voilà que, malgré qu'il nous a expliqué ça, qu'il avait vu Claude François, voilà que devant sa mère, il lui dit tout à fait autre chose. « Ah non, 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 j'ai pas vu votre fils. » Même chose pour le docteur Elbaz. Le docteur Elbaz va lui donner des cachets à prendre, mais il y a aussi une injection qui a été cachée, mais qui n'est pas dans le livre. L'injection, elle n'est pas dans le livre. Mais il lui donne des cachets à prendre, c'est-à-dire à la mère de Côte-François pour qu'elle se sente un peu plus détendue. La mère de Côte-François pose une question au docteur Elbaz. « Avez-vous vu mon fils ?» Parce qu'elle s'inquiète, personne... les gens ont l'air un peu suspects, un peu bizarres. Hein, ils ont pas l'air dans leur assiette. Et le docteur Elbaz explique « Non, c'est vrai, je n'ai pas vu votre fils. » La mère de Côte-François dit « Vous n'avez pas vu donc mon fils ?» Non, non. Pour que les choses soient claires. Mais le docteur Elbaz, encore une fois, ce qu'il lui dit est faux. Parce que le docteur Elbaz est arrivé dans les premiers. Il a été une des premières personnes à voir Côte-François, puisqu'il est arrivé et que la presse l'a interpellé. Et qu'il a dit « J'arrivais à chaque fois à temps pour sauver Côte-François dans son appartement, mais cette fois-ci je suis arrivé trop tard, il est mort. » Donc Côte-François ne s'électrocutait pas tous les jours dans son bain, ça c'est clair. Donc il y a eu autre chose dans sa mort. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le docteur Elbaz ment, parce qu'il a vu Côte-François et des journalistes sont témoins, il a même fait un témoignage public, et Paul Lederman aussi raconte un mensonge, parce qu'il a été le premier à voir Côte-François, puisqu'il s'est directement déplacé dans l'appartement en premier et avant tout le monde. Mais pourquoi un docteur ment-il? Pourquoi Paul Lederman est-il un menteur? Ce qui est très important dans la mort de Côte-François, c'est la présence de Paul Lederman à côté du docteur, si je ne me trompe pas, Paul Elbaz. Son prénom, si je ne me trompe pas, c'est Paul. Paul Elbaz. Ce qui est très important dans le docteur Paul Elbaz, c'est que Paul Lederman, ça fait beaucoup de Paul, est à côté du docteur Elbaz. Et ça, vous voyez, c'est déjà un gros problème dans la mort de Côte-François, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on se demande ce que fait un médecin avec Paul Lederman. Vous allez me dire, oh, il n'y a rien de suspect, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué la mort de Côte-François, il y a de quoi être inquiet de voir un médecin à côté de Paul Lederman. Quand Lucia, la mère de Côte-François, est confrontée à Paul Lederman, elle se demande ce qu'il fait dans l'appartement. Elle dit, que faites-vous là? Et il ne répondra pas. Paul Lederman ne répondra pas.
Plus tard, il expliquera qu'il aimait bien Claude, que de temps en temps Claude se parlait encore, enfin il expliquera des tas de choses, que la relation n'était pas tout à fait finie entre eux, qu'ils avaient gardé une certaine amitié. Claude François, en effet, s'est séparé de Paul Lederman. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Mais quand Lucia est devant M. Paul Lederman, le producteur de Claude François, l'ex-producteur, elle est tout de même un peu embarrassée de sa présence. Parce que la dernière fois qu'elle l'a vu, c'est pas devant elle ce jour-là, c'était 8 ans plus tôt. 8 ans plus tôt, c'est la dernière fois qu'elle a vu Paul Lederman. 8 ans plus tôt, Paul Lederman se trouvait dans un hôpital où il avait conduit Claude François pour une mise en scène. Claude François, à la Salle Vallier de Marseille, s'effondre. En 1970, la presse explique que Claude François a eu un étrange accident, il s'effondre, il est épuisé, il s'effondre. Tout ça sera révélé par Jean-Pierre Foucault, ce n'était qu'une mise en scène. Mais la mise en scène a coûté de l'argent de la part de Paul Lederman. Il a payé le paquet. On va un peu voir ça en détail. Voyons cette mise en scène de 1970 où Paul Lederman a fait croire à toute la France que Claude François avait un accident. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Foucault révélera que l'idée devait aller beaucoup plus loin qu'un accident, mais il ne précisera pas les choses. Moi, je vais les préciser. Donc, en 1970, Lucia, c'est une des dernières fois qu'elle a vu Paul Lederman, même sans doute la dernière, était très en colère contre M. Lederman. Elle avait d'ailleurs conseillé à Claude François de se mettre à son compte et de se séparer de l'influence de Paul Lederman, qui était quelqu'un d'une mauvaise influence. Paul Lederman organise le plus gros accident de l'histoire du show business et fait croire à toute la France que son poulain est pratiquement mort. Oui, pratiquement mort, et même l'idée est d'aller presque jusqu'à l'enterrement. Et même certains diront l'enterrement avait même été prévu par Paul Lederman. Paul Lederman a réussi à louer des ambulances, du personnel hospitalier, réussi à convaincre un directeur d'un hôpital qui va donner un bulletin de santé tous les jours de Claude François à la presse pendant environ 1 mois. Il a réussi à louer une chambre d'hôpital 1 mois, à contrôler tout un hôpital et aussi le personnel soignant. Et même a eu suffisamment de relations et d'argent pour obliger un directeur d'hôpital à faire croire que Claude François est pratiquement à l'article de la mort. Oui, parce que c'était bien ça qui s'est passé. Entre Paul Lederman et le directeur de l'hôpital, au départ, Paul Lederman a choisi un hôpital privé, une clinique. Le but, c'est de remonter la carrière de Claude François. Il a trouvé le directeur d'hôpital qui manque un peu d'argent, un hôpital pas trop connu. L'hôpital est très content d'accueillir Claude François, et puis quand il va sortir, ça va faire une renommée à l'hôpital, une grosse publicité. Et le directeur voit très bien les choses au départ. Paul Lederman se présente dans le bureau du directeur de l'hôpital, explique qu'il est très heureux que son poulain, pendant 1 mois, ait une chambre d'hôpital qui lui a été réservée, du personnel soignant, et évidemment surtout un faux bulletin de santé. Car Claude François va très bien, il n'y a eu aucun accident. Et oui, Paul Lederman est un metteur en scène et même d'accidents, et il a été très très loin dans le show business. Et voilà qu'au directeur de l'hôpital, au départ, Paul Lederman parle d'un accident où Claude va ressortir dans 1 mois, et puis soudain il change sa version. Au bout de 15 jours, il explique au directeur, quand il rencontre à nouveau dans son bureau, que Claude François va mourir, qu'on doit mettre en scène sa mort. Donc le directeur de l'hôpital doit annoncer à la presse que Claude François est mort. Et Paul Lederman explique qu'il va organiser l'enterrement de Claude François. Nous sommes alors déjà en 1970, pas 78, nous sommes en 1970, quand Paul Lederman propose à un directeur d'hôpital, et écoutez bien l'histoire, de mettre en scène la mort de son poulain, de son artiste, Claude François. Imaginez le directeur de l'hôpital comment il a pris la chose. Eh bien, le directeur de l'hôpital lui répond qu'au départ, la venue de Claude François était pour faire de la bonne publicité à l'hôpital. On soigne Clo-Clo, il ressort, l'hôpital a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à la renommée, la qualité du personnel, la qualité des aides-soignantes, la qualité
de l'accueil, des chambres qui sont des chambres privées assez chères, et beaucoup de gens vont venir dans l'hôpital. Et le directeur de l'hôpital dit à Paul Lederman, organiser la mort de Claude François, ça, on ne le fera pas. Parce que c'est de la contre-publicité pour l'hôpital. Nous, notre but dans notre hôpital, c'est d'avoir une bonne publicité, que Clo-Clo ressort, et que à la presse, on annonce le dernier bulletin de santé, on l'a sauvé de justesse, car en effet, pendant tout le long, il y a eu le suspense qu'il était mort. Puisque Paul Lederman avait demandé au directeur, chaque jour vous préservez le suspense et vous laissez croire qu'il va mourir. Tous les jours. Et puis le dernier jour, on dira qu'il est mort. Il avait organisé, Paul Lederman, l'enterrement de Claude François. Et je crois que Jean-Pierre Foucault en sait déjà quelque chose à ce sujet. Questionnez-le. Vous allez voir qu'il va dire effectivement, Paul Lederman voulait aller très loin dans cette histoire. Mais le directeur d'école, le directeur d'hôpital, une école, remarquez, il y a des écoles hospitalières, le directeur d'hôpital explique à Paul Lederman, attendez, nous on veut comprendre. On amène Claude François et on donne un bulletin de santé. Il va ressortir, on va avoir une belle publicité pour notre hôpital. Maintenant, vous nous dites que vous allez mettre en scène la mort de Claude François et que nous allons donner le dernier bulletin de santé. Et le dernier bulletin de santé de 1970, c'est cette période où il est tombé en malaise, à la salle Vallier à Marseille. Le bulletin de santé final sera qu'il est mort. Claude François est mort. Quand Josette, la sœur de Claude François, et sa mère, Lucia, arrivent dans cet hôpital privé, Lucia va faire la tête sur toutes les photographies, et face aux journalistes, Lucia boude. La mère de Claude François boude. Ça ne lui plaît pas, parce qu'elle est déjà informée que Claude François va mettre sa mort en scène avec Paul Lederman. Ça lui plaît pas. Déjà, ça lui plaît pas que Claude François simule un faux accident, car il s'agit d'une simulation, et qu'il va très très bien. Et puis attention, Clo-Clo c'est un comédien. Hein. Quand il est transporté dans la civière, il hurle, il crie, il pleure, il dit que sa vie est finie. Quand les journalistes arrivent devant son lit d'hôpital, Clo-Clo s'exprime, il a eu un malaise, il avait une boule qui est montée, et puis s'est évanoui. Enfin, il raconte n'importe quoi, car rien de ce qu'il dit n'est arrivé. Et Jean-Pierre Foucault, on a été le témoin. Jean-Pierre Foucault, qui est l'ami de Paul Lederman et qui avait un rendez-vous avec lui, Paul Lederman lui a avoué la vérité. Tu sais, l'histoire de 1970, où Claude a été transféré à l'hôpital, tout était bidon. Claude François n'avait rien ce jour-là, il était en pleine forme. Il n'y a jamais eu de malaise. C'était une mise en scène. Mais la mise en scène, malgré tout, allait un peu trop loin. Et le directeur de l'hôpital, qui rencontrait presque tous les jours Paul Lederman, a décidé, au milieu de la quinzaine, de dire à Paul Lederman la vérité. Claude va ressortir, on donne déjà un faux bulletin de santé, explique-t-il, on donne à la presse un faux bulletin de santé parce qu'il va très bien, et on raconte à tout le monde qu'il va mal. Mais le directeur de l'hôpital avait besoin de beaucoup d'argent, et Paul Lederman avait la monnaie. C'est pour ça qu'il a réussi à convaincre le directeur de l'hôpital, tout un hôpital, les aides-soignantes, les infirmières, bon, certains étaient informés, d'autres pas. Il a loué une chambre d'hôpital un mois, etc. Il a loué des ambulances, des médecins pour transporter le corps de Claude François dans une civière. Tout ça, ça a coûté 3 millions de francs. Cette mise en scène coûtera à Paul Lederman 3 millions de francs. Ah oui, ça coûte cher. Imaginez quand même, demander à un directeur d'hôpital de se corrompre dans une telle affaire. Ça coûte, hein. Ça coûte de convaincre tout le monde de faire une telle mise en scène. Ça lui a coûté 3 millions de francs. Et comme ça lui a coûté beaucoup, il va y avoir une dispute entre Claude François et Paul Lederman. Alors qu'on arrive à la fin du mois en question, Claude François fait savoir que son idée de mettre en scène sa mort, je vous parle des années 70, ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, il préfère ressortir de l'hôpital et puis enregistrer une nouvelle chanson, puis voir si son public revient.
Paul Ederman est très ennuyé car il a dépensé beaucoup d'argent et le but c'était pas que Claude François ressorte un jour de cet hôpital. Le but est qu'il meure, le but ça soit une mise en scène, le but est qu'il reparte en Égypte, que le moulin soit vendu et puis que Claude François s'arrête là. Alors Paul Ederman lui explique que si Claude François refuse de mettre en scène sa mort et qu'il sort de cet hôpital, que les choses soient claires, il ne s'occupera plus jamais de lui. Il explique qu'ils vont se séparer et que Claude doit se mettre à son compte. La mère de Claude François, Lucia, lui avait dit « Oui, c'est une bonne idée, sépare-toi de Paul Ederman et mets-toi à ton compte pour les productions Flèche ». Donc, c'était clair, il devait se mettre à son compte totalement, c'est-à-dire, quand je dis totalement, c'est-à-dire sans soutien financier de Paul Ederman. Donc, les deux hommes vont se fâcher sur ce point, et Claude François va rompre avec Paul Ederman son contrat, puisque Paul Ederman fait des contrats qui sont généralement de 4 ans, les renouvelle tous les 4 ans, mais un poulain ne dépasse pas 10 ans chez Paul Ederman. 12 ans Claude François, 12 ans Thierry Leluron, 12 ans Coluche, ça dépasse rarement 12 ans. Paul Ederman est déçu de Claude. Il lui fait savoir de toute façon que cet effondrement qu'il a fait dans cette salle de spectacle, c'est parce qu'il n'y a plus rien qui marche. La carrière de Claude François s'envole en fumée. Claude François ne gagne plus d'argent, ses disques ne se vendent pas en vérité. Il y a une période où il y a eu un petit creux, un petit abandon. Les gens ne se sont pas forcément intéressés à Claude. Ils s'intéressaient plutôt à des gens comme celui qui a fait cette très belle chanson, qui est « Femme, je vous aime ». Et donc ils s'intéressaient à des gens comme lui. Ou même Adamo, qui était très populaire, ou même France Gall. Et donc Claude était dans le creux de la vague, et était dans l'obligation de mettre en scène donc un faux accident. Donc le directeur de l'hôpital explique qu'il va y avoir des bulletins de santé tous les jours, mais que le dernier bulletin, ça sera que Claude François ressort, il va mieux, et comme ça fait de la bonne publicité à l'hôpital. Et le directeur a insisté, lui expliquant qu'il ne voulait pas de contre-publicité au sein de l'hôpital. Et qu'une mise en scène, ça irait quand même un petit peu trop loin. Ça pourrait toucher la réputation de l'hôpital, puis même les gens peuvent aller en prison s'il y a quoi que ce soit. Tout le monde peut se retrouver en prison. Pratiquement un mois après son accident, Claude ressort et explique devant Paul Ederman et la presse qu'il va mieux, sa santé s'est améliorée, bien qu'il n'a jamais eu de problème, et il sort C'est de l'eau, c'est du vent, et il redevient numéro 1 des hit parades, et pas des top 50, puisque le top 50 n'existait pas. Bon, on voit que Paul Ederman a participé à une incroyable mise en scène dont nous avons un témoin, c'est Jean-Pierre Foucault, et dont Paul Ederman a fait des confidences plus importantes que ce que moi je vous dis. Allez poser des questions à Jean-Pierre Foucault, hein. Ne vous inquiétez pas, il a des choses à vous dire, monsieur Foucault, sur ce qui s'est réellement passé cette fois-là. Donc, quand en 1978, la mère de Claude François est face à Paul Ederman, ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vu. Et la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était pour une mise en scène de la mort de son fils. Et de voir Paul Ederman avec monsieur Paul Elbaz, qui est un docteur, ça la choque. Tiens, Paul Ederman est à nouveau avec un docteur, ça me rappelle quelques années en arrière, quand Paul passait son temps dans un hôpital avec des tas de médecins et préparant la mort de Claude François. Et même si Claude François n'est pas mort à cette époque-là, Claude François n'avait rien du tout, il était en parfaite santé. Tous les médecins qui sont toujours autour de Paul Ederman sont suspects. Car souvenons-nous car souvenons-nous, vous voyez c'est dur à prononcer, souvenons-nous de cette incroyable mise en scène où tout un personnel hospitalier a joué le jeu. Alors, voir en 1978 Paul Ederman à côté de Paul Elbaz, donc un docteur, et que les deux lui racontent un mensonge, parce que Paul Ederman dit qu'il n'a pas vu Claude François. Ces derniers temps, dans les vidéos qu'il avait publiées, nous savons que ce n'est pas vrai qu'il a vu Claude François. Et c'est pareil pour Paul Elbaz. Nous avons son interview de presse et nous savons par les journalistes qu'il était sur place, qu'il a même fait cette déclaration. J'arrivais à chaque fois à temps pour sauver Claude François. Cette fois-ci, je suis arrivé trop tard, il est mort. Bon, Claude François ne s'électrocutait pas tous les jours dans son bain. Il s'agit d'un problème médicamenteux en tous les cas. Quand on voit dans cette émission qui va s'arrêter pour aujourd'hui que la sœur de Claude François explique plusieurs heures après sa mort au téléphone à sa mère, puisqu'il y a un échange téléphonique,
Elle dit plusieurs heures après sa mort que Claude François n'est pas mort, c'est bien ce qu'elle dit, même si elle ne le dit pas au sens direct. Elle explique que Claude a glissé dans sa salle de bain, il s'est fait mal à la tête et qu'il a des médecins autour, c'est ce qu'elle dit, c'est ce que je viens de lire avec vous. Mais comment peut-on dire plusieurs heures après la mort de quelqu'un qu'il y a toujours des médecins autour de Claude et que c'est simplement une bosse sur la tête? Comment on peut dire ça quand il est mort depuis au moins 4 heures ou 5 heures? Comment on peut dire une telle chose au téléphone? Vous avez une idée, vous? Comment on peut dire qu'un homme est vivant au téléphone, que les médecins sont en ce moment sur le point de le soigner? Comment on peut dire ça? Alors que, on fait la conclusion de cette émission, alors que la sœur de Claude François se rendait en voiture vers son propre appartement, puisque la sœur de Claude François dispose d'un appartement, dans la voiture, elle parle à sa mère. Nous avons, par sa mère, son témoignage complet. Sa mère demande, dans la voiture, on va voir Claude, etc., etc. Bon, bref, on va voir Claude. On n'a pas besoin d'étendre la conversation plus loin. On va le voir. Voilà que la sœur de Claude François explique, non, on n'a pas besoin d'aller voir Claude. Non, parce que s'il va mieux, il n'y a plus besoin d'aller le voir. Je répète, si Claude François va mieux, il n'y a plus besoin d'aller le voir. Alors elle explique que si Claude François va mieux, il n'y a plus besoin d'aller le voir. Et je vais voir si je trouve quelques éléments rapides. Je vais mettre une légère pause. Comme ça va être plus facile. Je vais vous donner un élément. Et là, je ne peux pas le faire. On se retrouve tout de suite. Je reviens pour la conclusion parce que je voulais vous lire ce passage très important. Je voulais vous lire mot à mot. Puis nous avons pris la route, et pendant tout le voyage, Josette, c'est-à-dire la sœur de Claude François, faisait des messes basses à son mari pour que je n'entende pas ce qu'elle disait. Éric ne prenait pas le chemin habituel. Éric, c'est le mari de la sœur de Claude François. Je comprenais que nous n'allons pas chez Claude. Pourquoi nous n'allons pas chez Claude? C'est la question que la mère de Claude François pose. Il vaut mieux que nous passions d'abord chez nous pour téléphoner. Si Claude va mieux, je répète, si Claude va mieux, ce n'est pas nécessaire de le déranger. Je répète, si Claude va mieux, ce n'est pas nécessaire de le déranger. Imaginez, il était mort depuis des heures. Il était mort depuis des heures, et la sœur de Claude François dit à sa mère, si Claude va mieux, ce n'est pas la peine de le déranger.